Ma carrière n'a pas débuté derrière un bureau, mais elle a commencé dans les avions. Donc j'ai débuté en tant que steward. Les gens ont l'habitude de voir le résultat final, mais ils oublient qu'il y a beaucoup d'années de souffrance derrière et beaucoup de travail. Aujourd'hui, le groupe, c'est plusieurs marques. C'est plus de 900 collaborateurs à travers tout le royaume. On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, Little Mama, c'est quand même une marque, je pense, qui est connue par un grand nombre de Marocains. Aujourd'hui, on reçoit Abdelrazak Talibi, fondateur du groupe Little Mama. Little Mama, c'est plus de 30 restaurants au Maroc et 300 millions de dirhams de CA. Ils viennent d'annoncer un investissement de CDG et de Yassine Bounou pour continuer à se développer. Dans ce troisième épisode de notre série avec Aomar El Alami et Akerassi, on revient étape par étape sur l'histoire du groupe depuis le lancement du premier restaurant jusqu'à aujourd'hui. N'ouvrez pas votre capital que parce qu'on est venu vous solliciter le marché, parce que c'est à la mode. Il faut avoir un projet clair. Le conseil que j'ai, c'est qu'il faut d'abord commencer. Il ne faut pas attendre l'idée parfaite ou l'emplacement parfait ou les conditions parfaites. Et une entreprise ne se construit jamais derrière des bureaux là, avec des fichiers Excel. Elle se construit dans le terrain. Bon, aujourd'hui, troisième épisode de notre série Akerassi Talk Straight et Next Wave. On reçoit Abdelrazak Talibi, CEO du groupe Little Mama. On est très content de le recevoir avec Aomar. Ouais, salut Simo. Je suis ravi d'avoir Abdelrazak parmi nous aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie énormément et dont je suis admiratif du parcours, et donc j'ai hâte d'entendre un peu les histoires du groupe Little Mama et les dessous un peu de cette aventure. Et je pense, en vrai, Abdelrazak, c'est une marque que la plupart des gens connaissent. Mais moi, le premier, je ne savais pas tout ce qu'il y avait dans la boîte, le nombre de restaurants, ce qu'il y a autour, etc. Et en plus, vous avez une nouvelle récente avec un investissement. Peut-être qu'on peut commencer par ça. C'est quoi cette nouvelle info que vous avez annoncée ? Bonjour Omar, bonjour Simo. Effectivement, on a cette nouvelle de l'entrée en capital de la CDG Invest Growth avec Yassine Bounou. Donc c'est une étape, je pense, importante dans le parcours de notre entreprise. D'une part, on a la CDG Invest Growth, et on espère Rajib, son expertise institutionnelle, de la gouvernance et aussi les moyens pour accélérer le développement. Et de l'autre côté, tu as Yassine qui représente Kadak Chizouine, l'ambition, le travail et l'excellence à l'échelle internationale. Et donc l'arrivée d'Yalhom, je pense qu'ils viennent déjà valider le parcours les derniers jusqu'à aujourd'hui. Et on partage, Inch'Allah, ensemble cette vision pour les prochaines années à venir. Le fait qu'il y ait un investissement d'un fonds et d'un sportif, dans ce cas-là, mais aussi ça peut être parfois d'une célébrité ou de quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai pas trop vu au Maroc, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer dans d'autres pays. Ouais, alors c'est innovant au Maroc, on peut le dire, parce que j'ai pas le souvenir d'opérations similaires dans un passé court, mais dans les économies un peu développées, on a des exemples importants, très souvent liés avec des sportifs, hein, parce qu'il y a partage de valeurs et il y a beaucoup d'identification. Et on peut citer On avec Roger Federer, Whoop, les bracelets connectés avec Cristiano Ronaldo. Je sais pas si tu as des exemples. LeBron James avec Blaze Pizza aussi, ouais. On le voit souvent derrière les fours. Mais généralement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est de l'investissement, mais c'est aussi un rôle d'ambassadeur, d'image de la marque. Pourquoi on fait rentrer quelqu'un comme Yassine Bounou, typiquement ? Déjà, Yassine, c'est un investisseur. À part le fait que tout le monde a envie de Yassine Bounou en tant qu'investisseur dans son entreprise. Qui ne devrait pas l'avoir dans son tour de table. Donc, mais voilà, plus sérieusement, c'est quoi aussi l'objectif ? Parce que c'est vraiment intéressant comme modèle. En vérité, Yassine, avant tout, c'est un ami. Et c'est quelqu'un qu'on partage avec lui les mêmes valeurs. Notamment l'humilité, le travail, l'ambition. C'est quelqu'un qui nous inspire d'abord nous, il inspire aussi toute cette génération marocaine. Il a démontré qu'avec du travail et de la persévérance, tu peux démarrer le Maghreb avec les moyens de bord et aller chercher les plus hauts sommets mondiaux. Et c'est le message que nous souhaitons, que nous essayons de transmettre tous les jours. Déjà, nos familles, l'entourage d'Yana et aussi nos collaborateurs. Donc, on ne peut qu'être fiers d'avoir Yassine avec nous dans notre tour de table. En plus, on enregistre en pleine Coupe du Monde, donc ça a encore plus de sens. Un point important sur ça, c'est que l'investisseur ambassadeur, il n'est pas là comme un autre ambassadeur pour une opération spot. Il partage le risque avec l'entrepreneur et donc
il est là sur une durée plus long terme. Et très souvent, c'est parce qu'il y a un partage de valeurs cohérent. Et là, avec Yacine, je pense que c'est naturel. Un Marocain qui performe à l'international et qui a des valeurs de collectif, de performance et de sérieux. Et ça aligne les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que en fait, ça fait que le partenariat est encore plus solide. Typiquement Yacine ou quelqu'un d'autre qui fait ce genre d'investissement a encore plus envie que la boîte fonctionne et ça crée plein de choses. Et la vraie question auquel ce type d'investissement doit répondre, c'est comment cette notoriété, elle, se transforme en valeur économique tangible. Et là, il y a plusieurs exemples. Le premier qui est évident, c'est l'acquisition client. Ça va permettre d'attirer plus de clients. Ce qui diminue le coût. Qui diminue par le coût client de ton acquisition. intrinsèquement. Deux, c'est pouvoir recruter de meilleurs talents parce qu'ils dégagent une image et donc des gens vont se reconnaître dans ces valeurs-là. Et donc, ça te permet d'avoir une marque employeur plus forte. Et bien sûr, ça te permet d'avoir une plus grande crédibilité face à des partenaires, mais surtout, je pense à l'international, où tu deviens plus crédible. Et c'est quand il y a tous ces enjeux qui sont transformés que la notoriété, elle devient un accélérateur de croissance. De la rendre réelle ensuite. Et il y a aussi toute cette tendance où les entreprises, elles sont de plus en plus portées par quelqu'un, par une humaine. Alors parfois, ça peut être un ambassadeur, parfois ça peut être quelqu'un dans l'entreprise, un des cofondateurs, ça peut être quelqu'un. Mais on a de plus en plus envie de personnifier l'image et ça fait qu'on se rappelle plus de l'entreprise, plus de la marque. Donc c'est aussi un sujet de création de marque. Comme je disais au début, je pense que la plupart des gens connaissent Little Mama ou ont même souvent déjeuné dans un des restaurants. Mais les gens ne savent pas forcément tout ce qu'il y a dans le groupe. Le nombre de restaurants, qu'est-ce qu'il y a autour, etc. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le groupe Little Mama? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Aujourd'hui, le groupe, c'est plusieurs marques. D'abord, ce n'est pas que Little Mama, mais c'est la marque phare, mais on en a pas mal d'autres marques. Aujourd'hui, c'est plus de 900 collaborateurs à travers tout le royaume. Environ 300 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2025. Et c'est un groupe multimarque avec plusieurs autres filiales et des sous-marques et d'autres activités. En termes de nombre de points de vente aujourd'hui dans la restauration, on est sur plus de 30 établissements Little Mama, mais le groupe fait plus de, je dirais, 35 points de vente. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la taille forcément quand on en connaît un ou deux, ou dans les quartiers qu'on connaît, où on est allé, ou les points de vente que nous on connaît en fonction de la ville où on est. Mais le groupe est quand même... Et en termes de géographie, de Tanger à Agadir, on est présent sur l'ensemble du territoire marocain, si tu veux, dans Kael Métropole. On est présent sur Casa, la région de Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, Mohamedia aussi. Donc, on est présent principalement dans toutes les villes du Maroc. On a prochainement une ouverture sur Jdida et je pense qu'on va, avec cette ouverture, il faut aller juste un peu plus vers l'Ayoun, Dakhla, c'est les seuls endroits qu'on va, Inch'Allah, aller. C'est quoi le process quand on ouvre un premier? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes sur place? Est-ce que tu regardes aussi les autres restaurants, les autres marques qui sont sur place? Comment tu peux avoir un sens de te dire tel endroit, c'est un bon endroit pour ouvrir un nouveau restaurant? La vérité, tout dépend du timing. Si on veut parler des premières ouvertures, c'était ni l'emplacement parfait, ni le local parfait. C'était des intuitions, des locaux qui ne marchaient pas. Et on a récupéré parce qu'on n'avait pas trop les moyens pour aller chercher le meilleur endroit ou le meilleur restaurant. Mais c'est des opportunités quand il y a un restaurant qui était déjà là, qui ne marchait pas, avec déjà une mise en place, déjà qui n'a le local, avec le peu d'investissement. Et on le prenait, floul. Donc, si tu le remarques, Casa, les 4 ou les 5 premiers restaurants de Jenna, ils sont un périmètre de 2 km à vol d'oiseau. Donc, il n'y a ni stratégie d'ouverture, ni rien au début. C'est les opportunités avec le minimum de moyens. Et après, bien sûr, une fois que tu commences à créer ta marque, là, il faut aller chercher des endroits. Parce que si tu es présent sur la région de Ma'arif ou de Bourgogne, il faut aller chercher peut-être Californie, Darboisa. Et par la suite, quand tu occupes tout le périmètre de ta ville principale, tu vas aller voir d'autres villes, bien sûr, pour aller s'implanter là-bas, être le premier dans ton secteur d'activité. Et par la suite, tu trouves le potentiel de chaque ville. Là, actuellement, sur la région de Rabat, on a plus de 6 restaurants et on a un sur les autres villes que potentiellement, on va en avoir plusieurs les petites villes. Une petite anecdote sur où il faut ouvrir les restaurants. À l'époque où j'étais encore à Paris, on a été mandaté par une grande chaîne de restaurants qui
avait une question. Est-ce que en France, on doit ouvrir dans les ronds-points où il y a la plus grande chaîne de restauration de fast-food ou dans le rond-point d'avant ou dans le rond-point d'après? Et nous, on a essayé de se baser sur les informations économiques et vraiment quantitatives, qui est un peu l'ADN d'Accuracy. Ben, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus... Enfin, les restaurants qui étaient à côté de ces grandes chaînes de fast-food ben, réussissaient beaucoup plus en termes de performance financière que ceux qui étaient dans des autres ronds-points où il n'y avait personne. Parce que ça draine, en fait, du monde. Ok, parce qu'en fait, tu as deux manières de le voir. Soit ça draine déjà des gens et donc tu vas aller dans d'autres restaurants. Soit les grandes chaînes, elles ont fait aussi une étude, elles se sont dit que tel endroit était bien. En fait, tu as les deux effets. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que le meilleur endroit, c'est souvent là où il y a déjà des grandes chaînes. Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai jamais eu peur d'ouvrir à côté d'un géant parce que je me dis, j'ai un produit, les gens vont me tester. Et donc, ça te permet peut-être d'avoir des clients plus rapidement que le blassa wahda akhra, là, il y a moins de monde. Ça. Et si tu fais confiance à ta qualité de service, à ton produit, forcément, il y a des Parce gens qu'au qui vont début, revenir. je pense que tu n'as pas encore créé la marque qui fait que Oui. les gens réclament, qui vont Ouais, aller ouais, dans la ouais, ruelle dans laquelle tu es, on ne te voit pas. Donc, tu as plus de chances. Ou là, quand tu- peut-être qu'aujourd'hui, ils vont regarder autour d'eux quel Ouais. est le plus proche parce qu'ils connaissent déjà la marque. Ouais, ouais. Ok, donc on est rentré un petit peu pour comprendre un petit peu la boîte. Moi, j'aimerais revenir au tout début pour comprendre l'histoire. Et même toi, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu as commencé la boîte? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Abdelrazak Talibi, j'ai 38 ans et j'ai un diplôme en commerce international. Mais ma carrière n'a pas débuté derrière un bureau, mais elle a commencé dans les avions. Donc j'ai débuté en tant que steward au sein de notre chère compagnie nationale. Et la vérité, pour moi, c'est la première école entrepreneuriale. J'ai vraiment beaucoup appris durant ces 6 ans où j'ai voyagé partout dans le monde, différentes cultures, comment tu t'adaptes dans des environnements un peu différents, comment tu peux gérer avec les moyens de bord, comment arriver à satisfaire des gens. J'ai déjà stressé avec le voyage, donc ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours. Et je salue d'ailleurs tous mes ex-collègues Stuart et hôtesse. Et après, avec mon collègue et mon ami Ali, on a décidé d'ouvrir un café. اللي بدينا به هو الأول, c'est le duo. Et من بعد جات Little Mama 2 ans après avec une idée très simple. C'est comment créer un concept italien accessible, bon et qualitatif. C'était difficile le passage de ta vie d'avant à la restauration? C'est 2 mondes différents, mais moi je dirais que c'est une continuité. C'est des choses que j'ai appris pendant mon parcours et que je devais me challenger pour me dire est-ce que je suis capable de faire quelque chose lié à Anna, et je pense que je suis très redevable à mon parcours au sein de... C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que le premier restaurant, c'est pas Little Mama. Tu commences par le duo, ensuite tu testes Little Mama et tu te rends compte que c'est ça qui fonctionne. C'est très drôle, on a commencé par le duo et c'est un concept au début, à vérité, on n'était pas du métier, donc c'était un test et ça ne marchait pas. Et pour l'anecdote, moi, je suis allé aux États-Unis pour m'installer. Et je reviens avec dernier espoir. Je dis à mon associé, viens, on va tester des brunchs. On était les premiers à tester les brunchs qui sont très costauds à l'américaine avec des prix très accessibles. Je dis, c'est notre dernière chance, on va essayer ces brunchs. Bah, si ça ne tient pas, on part tous les deux. Tant d'autres choses. Et ouais, il me disait, Abdelrazak, écoute, tu vois, les Magharbas, ils veulent de la viennoiserie. Je dis, ouais, d'abord. Avec ça, on n'arrive pas à décoller. Donc, pourquoi ne pas prendre le risque? Et c'est ce concept-là. Alhamdoulilah, on s'est tracé des objectifs sur le court et moyen terme. On se retrouvait 2 semaines après. On avait vraiment tout le monde qui venait pour essayer les brunchs. Et je me rappelais très bien, on avait tellement de monde qu'on n'arrivait pas à satisfaire tout le monde. Il y avait des retards de 1 heure, de 2 heures, et les gens commençaient à crier. Je commençais à pleurer. Je me disais, écoute, tu as tout testé, tu fais venir des gens et tu n'arrives pas à les satisfaire. Et une semaine après une semaine, on essayait d'adapter. On va faire une mise en place de 100 personnes. On faisait une mise en place de 100, après on a 200. Et voilà, donc après, on a appris le terrain. Alhamdoulilah, l'expérience était... notre démarrage, c'est le duo. On était les premiers à faire le brunch في المغرب. Mais le concept n'était pas complet. Donc, à un moment de la journée, il n'y avait plus personne. Les matinées ont cartonné ainsi que les week-ends. On بعد العشية, il n'y avait plus rien. Et c'est là où le 3e associé, Taïb, il nous a rejoint.
Et il voulait vraiment, il rentrait des États-Unis, Tiaoua, il voulait vraiment s'associer à nous pour faire un concept. Donc, on a essayé plusieurs trucs, soit on va faire une sandwicherie ou les haja. Bah, il s'est présenté à le local sur boulevard Tantal. Il était déjà doté d'un four. Donc, on s'est dit, tiens, on a peu de moyens, le four il est là. Et l'ami il me dit, moi, à ta place, je garderai l'italien. Je dis, mais c'est une ruelle, il y a beaucoup de passages, il y a que des sandwichs, mahlabat, tout ça. Il dit, moi, à ta place, je garde l'italien. Ça fait, on va garder l'italien. C'était aussi avec l'idée de ramener une expérience qualitative Ouais. avec un prix très accessible. C'est vraiment intéressant de voir Et que c'est ça le premier en fait, démarrage c'est de une Little Mama. opportunité, c'est Moi, je dirais plus, c'est l'intuition entrepreneuriale. Et il y a deux exemples. Il y a le brunch qui, je pense pas qu'ils ont fait une analyse stratégique pour se dire le produit pour les Marocains, c'est le brunch. Ils ont senti quelque chose et ils y sont allés. Et même pour l'italien, bah, en fait, c'est de l'opportunisme avec une intuition en se disant que l'italien marche bien avec un concept et des valeurs de accessibilité pour tout le monde. Moi, je Et rajoute disons, une chose, voilà. on a essayé un peu de le démocratiser. Il y avait L'italien. déjà l'italien, soit il était plus cher, soit il était... c'est-à-dire l'offre de restaurant L'offre italien, de restaurant italien à elle l'époque- était plutôt plus chère que ce que vous avez proposé au début. Ce qu'on propose était plus cher. Vous savez, il y avait d'autres restaurants, ils proposaient peut-être d'autres produits, mais avec la qualité. ok, à qualité égale, produit rapport égal. qualité-prix, ouais, voilà. Donc, on était le premier à faire, enfin, les premiers à avoir ce modèle. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à créer un produit accessible, je pense. Ta clientèle, c'est l'ensemble de la population marocaine. Moi, j'ai toujours dit, plus tu as une cible qui est kbira, plus tu as des chances de réussite qui sont énormes. Et quand on posait n'importe quel concept, on voulait toucher à tout le monde. Donc, même l'étudiant, le petit salarié, la famille qui veut sortir le week-end, même les hauts cadres, fonctionnaires, les cadres, les directeurs, tout le monde. Donc, on voulait vraiment toucher à tout le monde. Il y a aussi, en fait, vous passez d'une marque à une autre et ensuite vous vous rendez compte que Little Mama, ça commence à fonctionner et il faut passer de cette étape où il y en a un ou deux qui fonctionnent bien à l'étape d'après. Oui, la vérité, beaucoup de gens, quand ils voient qu'un concept commence à marcher, ils réfléchissent rapidement à ouvrir plusieurs concepts. Nous, d'abord, on devait identifier pourquoi le concept il marchait. On devait savoir à parce qu'on est le positionnement, wesh, c'est la qualité de produit, wesh, c'est la qualité de service, wesh, c'est un simple hasard, wesh, c'est une trend. Et une fois cette phase est validée, tu passes, bien sûr, tu documentes les procédures, tu investis beaucoup dans la formation. Et bien sûr, le but, c'est d'avoir la même expérience partout dans les autres établissements et non pas le nombre de points de vente qu'il faut ouvrir. Ouais, sur ça, je pense qu'Abdelrazak a été complet. Le seul point que je rajouterais, c'est l'entrepreneur, il pense que faire du copier-coller, ça fonctionne. Quand il a un local versus plusieurs. Mais sauf que quand il a un local, lui, il se fournit chez le boucher du coin, chez le marché. Quand tu as plusieurs locales, tu ne peux plus être dans cet artisanat, on va dire, entrepreneurial. Et pour moi, dans la restauration, grandir, scaler, c'est pas ouvrir des points de vente, mais c'est réussir, comme a dit Abdelrazak, à comprendre le produit et rendre le produit et la qualité de ce produit reproductible. Et ça passe par de la documentation, des recettes, des process, des contrôles, et ça, on y reviendra. Ça n'a rien à voir entre réussir un point de vente et en réussir plusieurs. Non, c'est deux métiers, je dirais même, c'est deux métiers différents. Parce qu'au début, ça reste de l'artisanat, en fait. Et il faut être dans le détail, dans la qualité. Ensuite, il faut continuer à être dans la qualité, mais à l'échelle, quoi. Donc, c'est un autre métier. Et lorsque tu te rends compte que ça fonctionne, que tu commences à en avoir plusieurs et que donc, je veux dire, tu es capable de répéter tout en gardant la qualité, comment tu développes? Dans la restauration, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants qui se développent en franchise. Il y en a qui, eux-mêmes, vont aller... Et investir, c'est la boîte qui va continuer à investir dans d'autres lieux. Moi, j'aimerais bien revenir sur déjà quelle décision il faut prendre pour développer. Nous, on avait le choix, c'était soit d'industrialiser carrément le modèle et de le rendre type fast-food McDo avec une qualité qui est standard, mais qui est très industrielle. Ou là, de prendre le défi, de se dire, nous, on fait de l'italien, on veut garder une cuisine artisanale, minute, mais avec une réalité, c'est qu'il y a des petites variations de temps à autre, des jours meilleurs que d'autres. Des fois, c'est pas le même goût, des fois, c'est pas la même expérience, mais tu gardes quelque chose de très humain et pas une simple machine industrielle. Et bien sûr, on a choisi la deuxième et on a investi
beaucoup dans la qualité de produit et dans la formation. Et on ne le regrette pas, même si des fois, il y a des jours meilleurs que d'autres, mais on est très Mais satisfait donc, de faire ta ce choix. standardisation-là, Ouais. ce n'est plus dans que le sandwich soit exactement le même, c'est je dois former les gens qui préparent ce produit, tous de la même manière, tous de la même façon, pour que, in fine, le produit ressorte, mais avec ce côté artisanal. Ouais. Et donc, voilà, on a choisi la deuxième et on ne le regrette pas. Sur la qualité, c'est un point important, parce que je pense que euh, avoir une chaîne de restauration qui fonctionne, en fait, c'est avoir la même expérience à Agadir, Casa, Tanger. Et pas que sur les produits ou les plats, c'est aussi l'expérience. Quand tu rentres dans l'endroit, enfin, Ouais, alors, une expérience globale. si on le prend un peu dans toute la chaîne de valeur, bien sûr, il y a des produits. Quand tu es un restaurant, tu peux prendre la viande du boucher du coin, mais si tu as 30 points de vente, bah, tu dois réussir, toi, à avoir le même fournisseur ou essayer d'avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes préparations, les mêmes recettes sur les matières premières. Après, sur l'opérationnel, ben, la préparation des plats, comment sont servis les gens, ça aussi, ça doit être un peu standardisé. Et enfin, l'expérience client. Et c'est la combinaison de ces trois-là qui font que ben, en fait, tu arrives à avoir une expérience qui soit reconduite. Et déjà, on commence à toucher un peu le fait que Abdelrazak, son métier, il change. Entre goûter la sauce et s'assurer que le plat, il est bien, à standardiser des process, à faire du contrôle pour s'assurer que dans ces 5, 6, 7 points de vente, ben, en fait, il y a la même qualité. Désolé, je t'ai coupé. Non, pas du tout. C'était le point de développement. Le modèle de développement, on est revenu un peu sur la qualité. Mais Je pense que c'est un point important parce que c'est ça qui permet la suite. C'est ça qui permet ensuite de développer la boîte. Et du coup, sur le modèle de développement, comment vous êtes passé ensuite à l'échelle et à plusieurs restaurants et ensuite La vérité, nous, on a testé plusieurs modèles de développement, soit en propre, la franchise, le partenariat. Et enfin, en propre, tu gardes la main, tu es le maître de la situation, tu gardes la en propre, c'est culture. toi qui investis. C'est-à-dire que c'est toi qui investis et ça nécessite beaucoup de moyens, mais tu gardes cette culture de l'entreprise et tu es le maître de la situation. Ensuite, tu as le modèle franchise et je pense qu'il te permet d'accélérer le développement, mais c'est pas ce que nous cherchions à l'époque. C'est-à-dire on voulait pas avoir un nombre de restaurants précis, mais on cherchait le bon partenaire. D'ailleurs, ce modèle-là, on l'a 2 ou 3 franchisés, on le fait plus. Et on a le modèle partenariat qui est un peu hybride, si tu veux, c'est entre les deux. Tu partages le risque, tu partages la vision, mais tu construis avec le partenaire. Et le modèle-là, on l'a fait la région de Rabat, Qanetra. Donc au début, on avait donné la franchise la région et les partenaires, ils voulaient absolument une exclusivité sur la ville qu'on ne pouvait pas donner à l'époque. Donc on a tracé un modèle de développement qui était clair et précis, mais on a changé le modèle de franchise et on a en partenariat. Pourquoi? Eux, ils font l'investissement et nous, on ramène l'expertise, la marque et on opère. Et pour moi, ce modèle-là, il a bien fonctionné à l'âge parce que, alhamdoulilah, on a eu de bons partenaires et c'est moins risqué au niveau d'investissement, mais tu gardes... Et ils sont actionnaires avec vous aussi dans les restaurants. Ils sont actionnaires dans les restaurants qui opèrent dans cette ville, dans cette région-là. Pour moi, il n'y a pas un modèle meilleur que d'autres. C'est un modèle entre les deux, en fait. D'un côté, tu as la franchise, de l'autre, tu as vraiment en propre, tu es tout seul. Et là, en partenariat, c'est un peu... Et ça, c'est quelque chose qui se fait ou c'est quelque chose un peu que vous avez fait parce que vous vous êtes rendu compte que c'était la bonne option? La vérité, je ne l'ai pas vu ailleurs. Je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais nous, on l'a fait naturellement. C'est-à-dire parce que Roumaïs insistait sur l'exclusivité de la ville. Moi, j'avais peur de donner une exclusivité à quelqu'un que je ne connaissais pas, comment il opère, comment il réagit. Donc, et en parallèle, j'étais confiant parce qu'il faisait du bon travail. Donc, on s'est mis d'accord sur le modèle-là. Donc, pour que moi, je garde la main sur l'opérationnel et aussi pour aller plus vite, pour occuper toute la ville. Et c'est des gens qui maîtrisent aussi la ville, les Aounona, pour trouver des emplacements. C'est des gens du métier aussi. C'est des gens du métier et c'est des gens, les Aounona, comment aller trouver des emplacements, des endroits les mzianin farbat. Nous, on ne connaît pas la ville, donc Houma et donc voilà. Donc il y a les 3 modèles. Dans le métier du retail, très souvent, c'est un dilemme qu'a l'entrepreneur qui est celui où je vais sur un modèle en propre versus un modèle en franchise. Donc, comme tu l'as dit, le modèle en propre, tu es maître de la situation. Le seul point que je rajouterais, c'est que tu as dit ça consomme de l'argent, mais ça consomme aussi beaucoup de votre temps. Parce qu'il faut être là pour le lancement, pour s'assurer que tout roule. Mais de l'autre côté, la franchise, donc de l'autre opposé,
Ça te permet d'aller plus vite. Tu as dit un point qui est très intéressant. Tu te reposes souvent sur des entrepreneurs locaux qui connaissent potentiellement mieux que toi la région dans laquelle tu veux aller. Mais de l'autre côté, toi, ça te demande des nouvelles cordes à ton arc qui sont le contrôle, que tu n'avais pas forcément avant, ou tu avais moins parce que tu étais maître, opérationnel. Maître de la situation. Voilà. Mais ça coûte moins d'argent. Nous, il n'y a pas de solution miracle. Nous, ce qu'on a vu dans les 2-3 derniers deals dans lesquels on a travaillé, qui sont Venezia et Maymana, c'est que les flagships, les établissements stratégiques, ceux-là, tu dois les prendre en propre pour maîtriser toute l'expérience globale avec la qualité. Et tu peux utiliser la franchise pour développer ta marque dans des zones ou dans des endroits où elle est déjà établie, ou quand tu as un partenaire que tu sais qu'il va te faire profiter de son expertise. Voilà, et je pense que c'est l'exemple que Abdelrazak a donné. C'est hyper intéressant de comprendre le modèle parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont faisables. Et effectivement, la franchise, ça peut permettre d'aller vite, mais tu vas avoir des risques. De l'autre côté, tu as peut-être moins de risques, mais c'est tout ton temps qui part dans le développement, donc c'est compliqué. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, du fait que plus tu grossis, plus tu as d'autres activités que tu es obligé de gérer. Tu parlais des produits, du sourcing de produits et tout, mais ça peut être autre chose. Et ça, c'est le sujet du fait qu'il faut s'intégrer verticalement, de plus en plus ajouter des choses. Peut-être à Omar, parce que tu as vu des exemples dans les deals que tu as vus, dans les entreprises que tu suis. Qu'est-ce que c'est l'intégration verticale? Qu'est-ce que ça représente pour une boîte? Alors, d'abord, l'intégration verticale, c'est intégrer dans la chaîne de valeur de ton produit, de ton entreprise, des jalons ou des maillons que tu n'as pas au début. Typiquement, dans la restauration, tu as ton restaurant, mais tu as des fournisseurs et tu as des partenaires. Et la vraie question, surtout quand tu as une chaîne de restauration, c'est de se dire, est-ce que j'ai des produits, ou est-ce que j'ai une qualité de produit, ou est-ce que j'ai un volume de produits qui est tellement stratégique pour moi que je ne peux pas reposer ce risque chez un partenaire, que je dois le prendre moi. Et si la réponse est oui à cette question, alors l'intégration verticale, elle a totalement de sens. Typiquement, Abdelrazak, je pense que tu dois avoir des exemples sur certains produits. Donc il ne faut pas faire un métier qui n'est pas le tien juste parce que tu as envie de plus en plus être sur la chaîne de valeur. Il faut que ce soit un sujet sur lequel tu as un risque opérationnel pour l'entreprise. Ça, c'est la base. Après, il y a des sujets très connexes qui arrivent, qui sont, OK, j'ai un besoin de sécuriser une quantité ou une qualité de produit, donc je l'intègre et je le fais moi-même. Derrière, ça te permet forcément de baisser ton coût, ton food cost potentiellement, avec un accès à des prix plus bas, ou potentiellement, quand tu commences à avoir des dépôts ou des labos, d'avoir des pertes qui sont moins grandes que si tu avais un ensemble de cuisines dans tes 30 points de vente. Et donc, à la fin, ça te permet aussi d'avoir ou de sécuriser ta marge et ne plus la rendre très variable parce qu'elle dépend d'un élément externe, ou même encore plus, d'améliorer ta marge. Moi, je complète ce qu'a dit Omar. Donc, quand on parle de l'intégration verticale, tout le monde pense à l'amélioration de la marge ou à des réductions de coûts intermédiaires. Mais je parle de notre cas, nous, c'était purement qualitatif. La vérité, aujourd'hui, si on a fait le choix de faire une usine de fromage parce qu'on fait de la propre mozzarella ou de la burrata ou d'autres produits dérivés, c'est parce que nous cherchions une qualité premium de mozzarella qui est 100% lait qu'on trouvait difficilement sur le marché. Donc, on voulait de la mozzarella premium sans produits additifs ni de produits conservateurs. Et ça, c'est très compliqué de le trouver au marché. Donc, on s'est dit, on va aller faire de la mozzarella. Automatiquement, ça vient aussi l'amélioration de la marge parce que essentiellement, c'est pour avoir une qualité de produit que nous cherchions, qu'on ne trouvait pas. Après, tu vas être choqué, on a ramené une variété de basilic qu'on ne trouvait pas au Maghreb. C'est une variété qui vient de Gênes, c'est la meilleure variété de basilic. On ne le trouvait pas, parce que c'est un produit qui est essentiel dans la cuisine italienne. Donc on s'est dit, on a ramené des semences de Gênes directement, on a fait des petits champs de basilic pour pouvoir notre propre variété. Vous n'avez pas trouvé le basilic, vous avez fait... On n'a pas trouvé la variété qu'on voulait. Donc c'est des petits champs qui servent que pour le groupe. Et bien sûr, on a aussi, pour sécuriser certains produits, là, les anaphéums de volume kbar,
Si tu veux, le parmesan ou la truffe ou la jihaja, on a signé des conventions avec des partenaires italiens. Et on est les représentants au Maghreb. Donc, on importe aussi directement de chez eux le parmesan, les pâtes, la truffe. Et la partie, c'est aussi pour sécuriser certains produits les makalqaomch. Donc, et de la même manière, donc, pour moi, c'était déjà purement qualitatif et automatiquement, bien sûr, ça suit l'amélioration de la marge. Alors, encore, on revient à un sujet, je pense, qui va être constant durant ce podcast-là, c'est que l'entrepreneur, il doit ajouter des cordes à son arc parce qu'il passe de gérer des points de vente à gérer une chaîne logistique, une chaîne industrielle. Le métier n'a plus rien à voir. Entre le début et aller jusqu'à créer une exploitation agricole et faire de l'import, etc., le métier n'a plus rien à voir. Je peux en être garant. J'ai déjà vu parfois le matin Abdelrazak appeler « Est-ce que les camions sont sortis ?» Est-ce que quand tu avais un point de vente, tu aurais pu imaginer de te dire « Est-ce que les camions sont sortis pour aller livrer l'ensemble du royaume ?» Donc des points de vente du royaume. Tu as senti vraiment que le métier changeait au fur et à mesure ou est-ce que ça se fait tellement graduellement que tu ne le sens pas vraiment? Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre le terrain et les chiffres et cette gestion-là. Moi, je suis très proche du terrain. Ma casquette a changé pendant Hadaf Lou. Là, tu fais tout. Tu fais l'ouverture, fermeture. Omar, tu vas chez le boucher d'à côté. Tu te avec les employés. Tu fermes ta boutique. Tu fais tout. Et Mbed, quand tu as un deuxième magasin, tu ne peux pas le faire les deux magasins. Donc, comment fédérer des gens et tu commences à superviser que tu mets pour gérer les deux magasins. Après, quand tu as d'autres activités, c'est comment faire une organisation qui soit autonome et toi, tu supervises et ta casquette, comme ce que tu as dit, elle change de temps. Et cette capacité à continuer à apprendre et évoluer, je pense qu'elle est importante pour que le groupe continue à évoluer. Effectivement. Sinon, le groupe, il ne va pas pouvoir arriver à cette étape-là si les cofondateurs ne se mettent pas... Là encore, c'est ma lecture de ton expérience, parce qu'on se connaît un peu avec Abdelrazak. Il y a quand même cette notion de se dire, je n'ai pas besoin d'avoir un master en agronomie pour faire une exploitation agricole. J'y vais, j'ai un besoin dans mon entreprise et je me mets à niveau en même temps. Ouais. Et ça, c'est la mentalité entrepreneur qui prend le dessus. Sinon, à chaque fois, tu te dis non, ça, c'est pas pour moi. Voilà. C'est pas pour moi. Pas trop se poser de questions après. Pour tout ça, faut, comme tu disais, il faut beaucoup d'équipes, il faut de l'organisation, il faut du recrutement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des dirigeants qui disent que le recrutement, c'est quand même un sujet qui est très complexe, c'est difficile de trouver toujours au bon moment les bonnes personnes. Toi, c'est quelque chose qui était compliqué, où tu arrives à trouver les gens quand tu en as besoin, tu arrives à recruter facilement. Comment se passe ton recrutement? La vérité, si on parle de notre cas, on ne cherchait jamais des compétences techniques. Wallah, je suis sérieux. On cherche que des valeurs humaines et la capacité d'évoluer, quel que soit ton niveau de départ. D'ailleurs, nous sommes très fiers. Tous nos collaborateurs, ou là, les chefs de magasin aujourd'hui, ou là, les managers, c'est des gens de l'IBDA au plus bas de l'échelle, que ce soit commis de cuisine ou là, commis de salle. Et d'abord, ils sont des managers, ils sont des chefs de cuisine. Donc, c'est plus des attitudes, l'envie d'apprendre et aussi ouladness. Donc, mon premier critère, c'est ça. Et c'est comme ça que tu peux fidéliser tes collaborateurs. Donc, je dirais c'est plutôt ces qualités humaines. Dans le recrutement, comment tu le testes? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes pour t'assurer justement d'avoir des valeurs communes, d'avoir quelqu'un qui va toujours continuer à apprendre? La vérité, c'est le feeling. Quand tu es au Nas, le feeling, moi, mes associés ont toujours dit, quand tu t'assois avec quelqu'un, dès que le feeling, est-ce qu'il passe ou il passe pas. Et quand tu es toi au Nas, automatiquement, là, le feeling, tu doses rapidement, contrairement à ce que quelqu'un... Et on a eu des cas, on a eu des gens qui sont très, très compétents, mais le feeling ne passait pas et on n'avait pas besoin d'eux. Ouais, sur le volet RH, de manière un peu plus structurée, quand tu passes de 1 point de vente à 30 points de vente, et Abdelrazak l'a très bien dit, tu passes de une entreprise qui repose sur son chef, sur son CEO, à un CEO qui ne peut pas prendre des décisions pour 30 points de vente. Et donc, son rôle, c'est d'avoir une organisation autour qui tourne. Et c'est là où le RH joue un rôle prépondérant, c'est qu'il doit s'assurer de pouvoir recruter des gens qui partagent les valeurs de la marque, qui partagent les mêmes valeurs que les entrepreneurs qui ont fondé cette entreprise pour pouvoir avoir une réussite. Et ça vaut pour le terrain, mais ça vaut aussi sur le support et les nouvelles compétences. C'est-à-dire que pour pouvoir se professionnaliser,
ils ont dû amener des gens des RH alors que ce n'est pas leur compétence initiale, des gens de la finance alors que ce n'est pas des compétences initiales. Et donc, on améliore le produit, mais aussi on apporte des nouvelles qualités à cette fonction support qui vient supporter l'entreprise ou l'opérationnel de l'entreprise. Ouais. Quand la boîte se développe, et tu disais que le groupe, c'est un groupe qui a vocation à avoir plusieurs marques, à développer plusieurs marques. Et la question que je me pose, c'est un choix que je pense tous les dirigeants, tous les entrepreneurs ont, c'est que tu as quelque chose qui fonctionne, mais tu te poses la question, est-ce que je crée une nouvelle activité ou une nouvelle marque ? Il faut savoir le faire au bon moment, et parfois tu peux te dire, j'ai déjà typiquement Little Mama qui fonctionne, je vais continuer à faire ça, mais je ne vais pas développer d'autres marques. À quel moment tu décides de te diversifier et de créer de nouvelles marques ? On parle toujours de notre cas. Je pense que c'est ma nature. Je suis quelqu'un qui est très proche de ce qui se passe à l'échelle mondiale dans mon secteur. Aujourd'hui, on a sécurisé plus ou moins l'italien, qui est une valeur sûre, mais les attitudes des consommateurs changent énormément. Il y a des trends qui arrivent aujourd'hui et demain, donc on se dit il faut toujours rester très proche et à l'écoute du marché, tester de nouveaux concepts. On voit si ça marche, si ça prend, on essaie de dupliquer. Si ça prend pas, on n'a pas honte de fermer et de dire que ce concept n'a pas marché. Mais pour moi, c'est essentiel de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'échelle mondiale parce que, comme ce que je t'ai dit, il y a beaucoup de variations, il y a des trends qui arrivent et on n'aimerait pas passer à côté d'une opportunité. Donc c'est plus ça. Décider de développer plusieurs marques ou plusieurs gammes pour ne pas rester spécifique au secteur de la restauration peut avoir du sens dans plusieurs situations. Le premier, qui est un classique, et Abdelrazak l'a très bien dit avec le duo, c'est qu'il y a si tu veux adresser des moments de la journée de consommation qui ne sont pas les mêmes. Le petit déjeuner, ce n'est pas le déjeuner, ce n'est pas le café, ce n'est pas le dîner. Et de l'autre côté, quand tu veux adresser des consommateurs ou des façons de consommer qui ne sont pas les mêmes. Le fast-food, ce n'est pas la même chose qu'à tabler, et ce n'est pas la même chose que le restaurant premium. Et donc là, bien sûr, ça t'ouvre des opportunités de croissance. Mais le risque, c'est que ça doit être très réfléchi en amont parce que ça ne doit pas venir impacter ta marque initiale ou le grappiller des parts de marché. Voilà. Et c'est cette balance qu'il faut trouver pour l'entreprise. Oui, une réflexion de marque aussi, parce que tu peux le faire porter par la marque ou pas, l'associer ou beaucoup moins. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vas, pour une même personne, couvrir des moments différents de la journée ou de la semaine et ensuite couvrir d'autres personnes une fois que tu te rends compte que tu es bien développé dans un segment du marché et aller dans un autre. On a commencé à parler au début de l'investissement de CDG. Et je pense que ce serait intéressant de rentrer un petit peu plus dans le détail de l'investissement, pourquoi tu as décidé justement de faire rentrer un fonds, etc. Mais à Omar, on a parlé un peu du sujet du private equity, on a parlé d'introduction en bourse dans les premiers épisodes de cette série. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'état du marché aujourd'hui. On avait parlé un peu de private equity la dernière fois, qui est assez actif, voire très actif. En tout cas, qui était très actif à ce moment-là. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Ouais. Alors, à juin 2026, on est toujours sur une trend très forte sur l'investissement en capital dans des entreprises marocaines. Et avec l'impulsion du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, il y a de l'argent disponible. Ce qu'on remarque par rapport à avant, c'est que c'est un marché un peu plus mature. Quand je dis mature, c'est qu'aujourd'hui, on a de la PME qui a grossi beaucoup avec tout ce qui se passe au Maroc, le développement économique du Maroc, à la très grande entreprise qui fait plusieurs milliards de dirhams, qui a 5-6 milliards de dirhams de backlog et de carnet de commandes à réaliser lors des prochaines années et qui a besoin de fonds pour pouvoir développer. Parce que historiquement, c'était plus les grandes entreprises qui faisaient rentrer les fonds et maintenant de plus en plus petites. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'ensemble de la chaîne. Okay. Et par rapport à avant, on a aujourd'hui l'ensemble des fonds qui peuvent investir dans toute cette chaîne, de la PME qui s'est beaucoup développée à la grande entreprise qui repose sur des macros qui sont la Coupe du Monde, le développement d'infrastructures au Maroc, et de la petite PME qui se développe à la très grande entreprise qui a besoin de fonds. Aujourd'hui, on a cette possibilité au Maroc de les financer avec du capital. Et les petites entreprises, parce que ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on est à la fois dans des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne et de plus en plus des petites. Petites ou taille moyenne ou des PME qui s'intéressent et qui veulent potentiellement ouvrir leur capital. Qu'est-ce que tu leur dis en général? C'est-à-dire,
à quel moment il faut le faire, comment ils se préparent. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, sur les conseils, pour moi, il y a 3 conseils très importants. Le premier, c'est n'ouvrez pas votre capital que parce qu'on est venu vous solliciter le marché, parce que c'est à la mode. Premièrement, il faut avoir un projet clair. Et on ouvre le capital que si il nous faut quelqu'un pour réaliser ce projet plus rapidement ou mieux le réaliser. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, et on en reviendra peut-être après, c'est préparez-vous à la transparence. Parce que quand vous ouvrez votre capital, et ce n'est pas l'habitude de l'entrepreneur quand il travaille tout seul, il est dans son coin, il fait ce qu'il veut. Il faut être prêt à être transparent, il faut être prêt à être challengé. C'est le rôle du fonds, c'est de comprendre pour pouvoir investir. Et la transparence ou la lisibilité, elle se fait à 3 niveaux. Niveau financier, donc il faut être capable de partager de l'information financière, fiable, de la transparence ou de la lisibilité opérationnelle, qui décide, comment on décide, qu'est-ce qu'on fait, et de la transparence stratégique, vers où on veut aller. Et le fonds, cette transparence-là va lui permettre de mesurer le risque qu'il prend, de s'assurer que l'équipe dirigeante elle est capable de réaliser cette vision stratégique, et après on y va. Et le dernier conseil qu'on donne souvent, parce que j'ai vu des deals qui ne sont pas réalisés à la toute fin, 2-3 jours avant le signing, c'est parce que les questions qui fâchent, elles n'ont pas été mises sur la table. Quels sont les droits du fonds? Quelle va être la gouvernance? Dans les détails. C'est dans les détails que ça se joue. Qu'est-ce qui se passe si le plan ne fonctionne pas? Quelle est la politique de distribution de dividendes qu'on veut mettre? Et en fait, ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre rapidement, ou en tout cas réfléchir avant, pour éviter des frustrations futures. Et si on a un peu de tout ça, on est vraiment prêt, à mon avis, pour pouvoir intégrer à fond. Vous, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que à quel moment vous vous êtes dit ça peut être intéressant de faire entrer un fonds? Comment c'est venu? Dans la vérité, je pense que c'est une étape normale chez une entreprise qui veut changer d'échelle ou là, qui veut aller chercher un autre niveau. Et nous avons compris que nous n'étions pas uniquement une entreprise qui crée des restaurants. Au contraire, on est un groupe en structuration avec des ambitions qui sont très larges et très, très grandes. Et en ce moment-là, le besoin principal, ce n'est pas l'argent. Parce que si on voulait que de l'argent, on serait allé vers la banque. Mais le besoin principal de l'étape, c'est l'accompagnement. C'est la qualité des personnes qui vont poursuivre avec toi cette aventure. Et aussi, c'est l'encadrement. C'est des gens qui sont capables de te mener la période d'une simple entreprise qui a excellé son domaine à un vrai groupe structuré. Et parce que je pense que le fonds, il ne vient pas, il vient juste valider un travail qui a déjà été fait auparavant. Et voilà, donc nous, on s'est dit que c'est le moment Librina, et voilà, ça s'est venu naturellement. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais rebondir, que Abdelrazak, c'est très intéressant de dire. C'est pas qu'une question d'argent, la vraie question, c'est avec qui. Ouais, c'est ça, pas combien. Et comment choisir le bon partenaire. C'est avec qui et comment. Je vais passer à l'étape supérieure de ma vie, de la vie de l'entreprise. Et ça, c'est un point très important. Une fois qu'on commence à développer la boîte, il y a des sujets même de structuration. C'est-à-dire que tu peux avoir une boîte qui détient tous les restaurants, tu peux avoir une boîte par restaurant. Comment est-ce qu'on structure? Et aussi, c'est une question plus large dans le retail en général. Je pense à Omar, en fait, toute boîte qui a comme ça des points de vente, comment elle décide de structurer la boîte? Est-ce qu'il y a des sujets auxquels il faut particulièrement faire attention? Moi, je dirais que, en tout cas, la structuration, elle doit être le reflet de comment est pilotée la performance et les risques de l'entreprise. Je ne sais pas, Abdelrazak, tu veux nous présenter comment Little Mama sont ça dépend. organisés. Toi, tu es mieux placé pour dire c'est quoi les modèles que tu as vus. Mais si tu veux que je parle de mon modèle, nous, on est structuré, on est ça. C'est la holding qui chapeaute l'ensemble des points de vente. Chaque point de vente a une entité à part. Donc, ça te permet de voir, si tu veux, en vision micro, tu vois tout ce qui se passe dans l'ensemble des points de vente pour voir qui est le plus rentable, la marge de chaque point de vente.
Et une vision macro, ça se consolide tout en haut, la holding, pour voir Donc une une rentabilité. entreprise par restaurant. Une entreprise par restaurant. Et une entreprise aussi par... Bien tu sûr, parlais par tout à l'heure activité, si tu veux. d'exploitation Ouais. agricole, etc. Ça aussi, c'est une entreprise par L'unité, activité. ouais. Chaque activité a une entité à part et chaque point de vente est Et une ça vous entité permet de une regarder SARL. vos revenus, vos coûts, votre Bien sûr. rentabilité par restaurant. Par point de vente. Ouais. Et après, on a une vision globale en haut. Et ça se Et c'est consolide. intéressant ce que tu disais, Omar. C'est-à-dire qu'il faut. C'est pas que de la structuration financière. C'est-à-dire que c'est pas se dire quelle est la meilleure structuration financière. C'est se dire il faut qu'elle reflète comment j'opère dans la réalité Ouais. de l'entreprise. Bah, je vais te donner des exemples. Hein. Abdelrazak a très bien dit, et c'est même ça qui se fait dans la théorie. Hein. Tu as la vision macro et la vision micro qui sont complémentaires. La vision macro, c'est d'avoir un pilotage par point de vente. Pourquoi ? Parce que c'est très beau, on en a qui surperforment, c'est très bien, mais surtout, tu en as qui sous-performent. Et avoir une vision de la profitabilité, de la consommation de trésorerie sur ceux qui sous-performent, bah, te dire, OK, il y a un focus à faire sur cet SPV-là, ou ce point de vente-là, de pouvoir se dire, OK, faire un diagnostic et d'y mener une action corrective. Si ton point de vente il est dilué avec Avec tous les autres. ça devient plus difficile, ou en tout cas, ça nécessite plus de travail au contrôle de gestion pour avoir de l'analytique en plus. Ça, c'est pour la vision micro. La vision macro, elle te permet de passer des points de vente à consolider en rajoutant les charges de la holding, les marges des activités annexes que tu as ajoutées. Et donc, ça te donne une vision globale qui permet de te dire, OK, ma trajectoire financière que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'elle est en ligne avec la vision stratégique globale que j'avais ? Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que ça te permet, comme tu le dis, de jamais avoir un restaurant qui fonctionne mal, mais qu'on ne voit pas et donc qu'on garde. Ça vous arrive de vous rendre compte à l'échelle d'un restaurant que celui-là, il ne fonctionne pas bien et devoir le fermer parce que dans cet endroit-là, ça ne fonctionne pas ou il y a une problématique à cet endroit-là? De là jusqu'à aujourd'hui, tous les points de vente Little Mama sont en vert, donc il n'y a aucun qui sous-performe. Mais il y a des magasins qui sont meilleurs que d'autres, mais alhamdoulilah, tout est en vert. Un point qu'on oublie très souvent, c'est le suivi rigoureux de la trésorerie. Aujourd'hui, une entreprise, elle fait faillite, pas parce que son chiffre d'affaires a baissé. Concrètement, elle fait faillite parce qu'elle n'a pas réussi à respecter des engagements. Elle n'a pas pu payer une traite, un fournisseur, des salaires. C'est pour ça qu'elle fait faillite. Et donc aujourd'hui, notamment dans des entreprises en croissance, où il y a de la consommation de cash, parce qu'il y a des ouvertures de restaurants, et de l'autre côté qui peut être compensé par des restaurants qui tournent et qui sont en régime de croisière, bah, il faut mettre en place un suivi rigoureux de la trésorerie de l'entreprise. Et s'assurer qu'on a la bonne balance entre des revenus qui arrivent de restaurants qui sont en plein régime versus de la consommation de trésorerie de restaurants qui sont en ouverture ou de restaurants qui n'ont pas encore atteint leur régime de croisière et qui ne sont pas encore dans la rentabilité attendue, parce qu'il ne faut pas croire qu'on ouvre un restaurant et la rentabilité, elle est... Et tu peux avoir une boîte qui fonctionne très bien et qui a tellement de croissance qu'elle perd du cash. Et donc, si elle ne peut pas payer ses fournisseurs, c'est fini. On a déjà vu des entreprises qui tombent parce qu'elles n'arrivaient pas à soutenir leur croissance. Leur carnet de commandes était trop important par rapport à la réalité du terrain. Et il y a un client qui ne vous paye pas ou qui a un problème, c'est un château de cartes qui tombe. Donc, il faut faire très attention sur le fait de mettre en place une croissance pérenne. Et je pense que le fonds est un élément très important pour pouvoir s'assurer que cette croissance-là, elle est pérenne dans le temps. Pourquoi ? Parce que lui, il a des intérêts, en grande partie financiers. Il rentre, il doit faire intérêt, il a des LPs derrière qu'il doit rémunérer. Et donc, pour lui, il doit créer de la valeur. Mais cette valeur, elle doit être dérisquée au maximum. Donc, il doit réussir, avec tout ce qu'on s'est dit de la gouvernance, du suivi rigoureux du pilotage financier, à mettre en place un alignement entre la vision de l'entrepreneur, qui est de créer de la valeur et développer sa marque, son entreprise, et le fonds qui est, lui, de créer de la valeur. Et pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle la création de valeur durable, pérenne, dans le temps. Il y a un sujet dont on a commencé à parler un peu plus tôt, lorsqu'on disait qu'aujourd'hui, le Little Mama, la marque, elle est très connue. Et c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup de marques au Maroc dont on se rappelle ou que les gens connaissent, etc. Et j'aimerais bien parler un peu de cette construction de marque, parce qu'elle se fait de plein de manières différentes. Un
un des trucs, c'est que dans certains événements culturels, typiquement la CAN, événement sportif, on avait vu Little Mama sur place. Et j'ai l'impression que vous avez une stratégie sur ce type d'événement. Comment vous avez mis ça en place? Est-ce que c'est quelque chose qui a servi dans la construction de la marque? Donc la présence dans des événements culturels et sportifs, c'est les gens dans des événements comme ça, ils ne viennent pas consommer uniquement pour consommer, mais ils viennent vivre une expérience. Et بحال اللي نقول لك من الأول, nous, chez nous, dans notre métier, on fait vivre des expériences. Et aussi, c'est la rencontre d'une marque avec ses clients. C'est un accélérateur de notoriété, de crédibilité, et aussi, il nous permet de challenger nos équipes dans des environnements qui sont très différents et très exigeants. Bien sûr, c'est des événements à fort trafic, donc il y a de la rentabilité, mais si tu veux, ce n'est ni une action marketing, ni un coût commercial, mais c'est un mélange entre les deux. Ouais. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type d'événement, je pense que les gens se rappellent particulièrement de toi. Effectivement. C'est pas n'importe quel endroit, on s'en rappelle. Tu disais, Omar, tu y étais, tu t'en es rappelé, tu as même gardé un souvenir, donc c'est des points importants. Mais juste un point sur la marque. On ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, Little Mama, c'est quand même une marque, je pense, qui est connue par un grand nombre de Marocains, avec une promesse que je pense tout le monde sait. Aujourd'hui, les gens savent que si tu vas chez Little Mama, c'est une cuisine italienne de qualité, abordable, accessible pour tous les Marocains. Et c'est fort de pouvoir ancrer cette promesse dans la tête des gens. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples. Ça se fait dans le temps, ça prend du temps. Et au-delà des événements, parce que ça, c'est les événements physiques où on trouve les gens, sur la partie réseaux sociaux, qui devient très importante pour toutes les boîtes, y compris la restauration, c'était un vrai focus aussi que vous aviez? La vérité, c'est important et c'est essentiel d'avoir des pages que tu sois très présent dans les réseaux sociaux, mais je pense, c'est un avis personnel, ils te ramènent des gens, mais si ta qualité de service ou de la prestation n'est pas bien, donc ça devient un accélérateur de ta marque. On vous a quand même beaucoup vu. Donc. Ouais. Sur ce point, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est très important même pour chez vous. Vous avez un département avec des budgets qui sont alloués au marketing, qui sont liés à la communication digitale. Juste là, pour la Coupe du Monde, pour la CAN, il y avait quand même des campagnes très importantes. Ce que tu as dit, c'est essentiel. C'est que ça amène des gens, mais c'est pas ça qui les fait revenir. Garde les gens, c'est pas la rétention. Néanmoins, quand c'est couplé à une expérience client qui est forte, c'est un booster. Et ça reste quand même une plateforme qui te permet d'expliquer ta marque, de présenter ta marque, de développer ta marque. Il ne faut pas oublier une chose, hein. La restauration, c'est un métier où tu es jugé tous les jours. Ce n'est pas un métier de rente. Ton image de marque, elle est jugée à chaque service. Et il n'y a pas beaucoup d'autres métiers qui ont cette même particularité. Alors, il y a un autre point sur le marketing digital qui est important, c'est les données que ça t'apporte. Et sur ce volet-là, je pense que c'est quelque chose d'important et aujourd'hui, les gens commencent à l'utiliser. C'est grâce au marketing digital et les données que je peux collecter, je sais qui est ma clientèle. Je sais ce qu'elle consomme. Je sais quand elle consomme. Et je sais comment elle réagit aux différentes offres que j'ai. Et si c'est bien utilisé, ça devient encore un nouvel outil pour piloter et pour accélérer l'entreprise. C'est quelque chose que vous regardez, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as une idée de quel est le client type qui revient le plus souvent dans les restaurants? Pour être sincère avec toi, nous, ça dépend des emplacements, ça dépend de la typologie du magasin. Comme ce que je t'ai dit, plus tu as une cible qui est très large, plus tu as des pourcentages de réussite qui sont très élevés. Et nous, quand on pose un concept, on cible tout le monde. Et pour répondre à ta question, ça dépend de l'emplacement. Si tu as un magasin au CFC, c'est plus les gens corpos. Si un autre magasin qui se trouve à Darbo Ezza, c'est plus les gens qui sortent en famille le week-end. Un autre qui est sur Bourgogne, c'est plutôt les jeunes qui viennent. Et pareil dans toutes les villes du Maroc. Donc, on a un peu de tout. C'est beaucoup plus par restaurant. Oui, c'est plus par restaurant. On a un peu de tout et on cible tout le monde. Et c'est notre point fort aussi. C'est l'un des points forts qu'on a. On a parlé un petit peu de l'investissement, donc CDG Yacine Bounou qui rentre au capital. J'aimerais bien connaître un petit peu tes objectifs pour la suite. Si dans 5-10 ans, on refaisait un épisode et qu'on discutait de la boîte, c'est quoi la vision que tu as pour la boîte? Est-ce qu'il y a un objectif financier
D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait essayer de tirer même un objectif financier, même si je pense que vous n'avez pas annoncé ce type de chiffres dans les articles que j'ai vus. Mais voilà, quels sont les prochains objectifs que vous avez pour les prochaines années? La vérité, je n'aime pas trop parler de chiffres parce que c'est pas la principale motivation d'Yann. Si tu me poses la question, qu'est-ce que je veux être dans 5 ans, je dirais, je veux créer un groupe solide, des marques solides. C'est de continuer à créer de l'emploi, de voir des gens, les bdaou ma'ak, صغار, maintenant ils ont fait darou leur foyer, zoujou, kbrou. C'est d'avoir des gens, des clients qui continuent à croire en nous. Et aussi des collaborateurs qui sont fiers de dire quand quelqu'un te dit moi je suis fier de travailler avec toi, ou là même il y a des gens qui disent venez chez nous, ils disent là on veut travailler avec toi. Je pense que ça c'est le vrai objectif, et aussi d'exporter notre marque marocaine, le Made in Morocco à l'échelle internationale. Pourquoi ne pas être des chaînes halal dans des marchés européens ou américains ou là, et d'exporter ce Made in Morocco vers l'international. Si on arrive à créer tout cela, je pense que je serai très fier dans 5 ans. Et bien sûr, les chiffres ils vont suivre naturellement. Ouais, donc l'ambition internationale serait un marché halal. Aujourd'hui, trusté par les chaînes de fast-food halal, tacos, burgers et autres, ou des restaurants indépendants. Donc un point de vente qui est donc très intéressant. Tu disais au début que vous étiez 3 cofondateurs, c'est ça? Exact. Donc tu étais CEO de la boîte. Oui. Comment vous divisez les rôles entre cofondateurs? Est-ce que c'est des choses qui ont été décidées dès le début, ou ça s'est fait naturellement en fonction des compétences de chacun? Qu'est-ce que fait chacun? La vérité, au début, tout le monde touche à tout. C'est-à-dire, tout le monde est en cuisine, Ali تمشي dire les courses, Ali paye les loyers, Ali il est à la banque, Ali il est fait l'opération. Et bien sûr, avec l'expansion du groupe, ça s'est fait naturellement. Je pense que si on parle de Taïeb qui a un MBA en finance, honnêtement, actuellement, il est plus à l'aise dans l'exploitation, et il a des compétences dans l'exploitation. Donc, pas forcément son cursus scolaire, il va déterminer là où il va être, mais surtout, c'est quoi ses compétences et là où il est à l'aise pour qu'il puisse mieux donner. Et bien sûr, Ali aussi, c'est celui qui est plus zen, plus hada, les conflits avec le personnel, c'est celui qui est le plus posé, plus serein. Donc, il est plus la gestion RH, l'opérationnel. Ouais, et moi, si tu veux, je suis le cascadeur qui prend plus de risques, le visionnaire, et et la création aussi de nouveaux concepts. J'aime bien créer. Et bien sûr, c'est des gens, je veux vraiment remercier les 6 ans qui étaient à l'écoute, même avec tout ce qui se passe. Avoir des partenaires comme ça, où il fait, si tu veux, la réussite d'un groupe bhalaka, et non pas des compétences, c'est plus les valeurs humaines. Ce qu'on voit aussi, parce que dans les process de deal, il y a une analyse un peu de la répartition des rôles entre les cofondateurs, ou même de l'organigramme un peu du top management. Ce qu'on voit, c'est qu'au début de l'aventure, c'est toujours sympa cette promiscuité. Chacun fait tout. Mais à un moment, cette ambiguïté, ça peut devenir une menace. Pourquoi? Parce que on peut se rendre compte, et je pense que ça a dû exister chez vous, mais des employés qui posent des questions à 2 cofondateurs, et qu'en fait, il y a des réponses contradictoires. On l'appelle le métier à dire, fait dos chaldo. Quand il y a deux actionnaires, et quelqu'un il arrive, il te dit, ouais, je dois taffer, et l'autre il arrive, tu dis, le chaldo. Et ça rejoint ce qu'a dit Omar. Donc c'est important d'avoir un leader et avoir la même directive. Donc il y a ça, et le deuxième, c'est de ne pas créer de frustration entre les fondateurs. Et donc rapidement, il faut définir les rôles. Qui décide, comment on décide, qui s'occupe de l'opérationnel, qui s'occupe des supports, qui s'occupe de parler aux prestataires externes. Et ça, en fait, ça ne vient pas détruire l'esprit entrepreneurial. Au contraire, ça vient le consolider pour la suite. Et ce qu'on voit, nous, souvent, et je suis sûr que vous l'avez fait, hein, c'est un moment dans la vie de l'entreprise, on s'assoit et on se dit, OK, on va signer ce qu'on appelle un pacte actionnaire pour pouvoir bien définir les rôles de chacun. C'est un bout de papier. Mais au moins, tout le monde s'assoit, on en parle. L'objectif, c'est autant le bout de papier que la discussion que tu vas avoir. Exactement. Et c'est surtout après
cette discipline quotidienne que tu vas mettre en place suite à ça. Mm. Et c'est ça qui fait la réussite. Mais je pense que c'est essentiel ce qu'a dit Omar. Moi, juste je complète. C'est très important. On a tout ça. On a des pactes d'actionnaires qui sont vigés, écrits, mais c'est un truc qui reste les placards. Quand tu as des partenaires avec des valeurs ou la DNES, je pense que tu n'as jamais besoin à ce HADA. Parce que si tu as besoin à ce pacte d'actionnaires, Ma'amar m'a dit toi de l'aventure. Donc, c'est des choses Si qui t'as se besoin de le font, ressortir qui souvent, sont c'est essentielles, mais il est quelque part dans Je le pense que placard. c'est un très bon conseil. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu as d'autres conseils. Vous êtes passé de 1 à plus de 30 restaurants Ça fait combien de temps? 7-8 ans? Little Mama, c'est en 2019. 2018, C'est fin 2018. Donc assez rapidement. Est-ce que tu as d'autres conseils pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres domaines, ou lorsque tu rencontres des gens, quels conseils tu donnes en général? Je suis très petit pour donner des conseils, mais si tu veux, le conseil que j'ai, c'est qu'il faut d'abord commencer. Il ne faut pas attendre l'idée parfaite ou l'emplacement parfait ou les conditions parfaites. Il faut, au début, on fait tous des erreurs et c'est tout à fait normal. Et une entreprise ne se construit jamais derrière des bureaux là, avec des fichiers Excel. Elle se construit dans le terrain avec des ajustements journaliers, que tu sois très proche des équipes, très proche de la clientèle et avoir beaucoup de patience. Les gens ont l'habitude de voir le résultat final, mais ils oublient qu'il y a beaucoup d'années de souffrance derrière et beaucoup de travail. Et maintenant, tu atteins l'objectif d'Yelk et qui vient naturellement quand tu travailles et quand tu excelles, il faut rester humble. Ou tu بقى ما تنساش منين جيتي ou tu بقى متواضع et c'est très important. Si j'ai un conseil à donner, je pense que هادشي اللي نقول. Moi, j'ai pas de conseils, mais je vois des choses très agréables en tout cas. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et l'exemple d'Abdelzak qui démarre d'un métier très précis, la restauration, et qui comprend que pour créer une marque, pour créer quelque chose de plus gros, ben, ça demande d'autres qualités. Et donc, il est prêt à travailler pour former des gens, des talents, standardiser, travailler sur la gouvernance, travailler sur l'image de marque. Et c'est vraiment un point important parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre que pour arriver à certains niveaux, il faut se transformer et il faut accepter de se transformer. Et l'exemple de Little Mama, il est génial aujourd'hui parce que je pense qu'on a vu toutes les étapes d'une entreprise, de l'intuition entrepreneuriale de dire je vais faire des brunchs, je vais faire de l'italien, à la validation d'un concept, au développement d'un concept, au fait de devenir multimarque, au fait de dire je vais faire d'intégration verticale et à la fin de faire entrer un fonds. Donc la seule chose que j'ai envie de dire, c'est bravo à Abdelzak. Et à la fois dans un temps long, mais en fait quand même assez rapidement, 7-8 ans. Et comme tu disais, il faut se lancer. Et ensuite, c'est sur la route que tu vois étape par étape comment tu peux... Si tu avais fait un plan au début, tu t'aurais fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est hyper intéressant et franchement, c'est une belle histoire. Avec beaucoup d'humilité en plus, je trouve, par rapport à ce qui a été construit. Donc on était très content de te recevoir, Abdelzak. Et tout le plaisir est c'était pour passionnant. moi. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à Omar, merci Simo. J'étais très ravi de partager ces moments avec vous. Et merci encore. Merci. Merci beaucoup.